Donc, autour de la table, Hélène Baudchon. Bonjour Hélène, Bonjour. économiste OCDE pour BNP Paribas. Clément Reims, salut Clément. Salut Stéphane. Prof d'économie à la Sorbonne. Et à Sciences Po. Et à Sciences Po, voilà, Sorbonne et Sciences Po. Et Denis Ferrand, salut Denis, Bonjour. directeur général de Rexecode. Donc, grandes données macroéconomiques. Je vais donner juste les derniers chiffres. C'était donc les prévisions de l'INSEE hier soir. C'est pas encore la grande enquête trimestrielle de l'INSEE, c'est ça, hein, ce qui est tombé hier soir. Donc c'est les prévisions. Donc légère croissance au deuxième trimestre pour la France, plus 0,25%. L'inflation, donc 5,2% en mai, 5,4% en juin, 6% pour l'alimentaire. L'inflation sous-jacente, ça vous m'expliquerez ce que c'est que l'inflation sous-jacente. Mais visiblement, c'est ça le chiffre le plus important. À 3,5%. Voilà. Et puis, quand même, le chiffre, même s'il s'explique évidemment, hein, et je pense que dans cette période, il n'est pas forcément significatif, mais c'est vrai que le chiffre du commerce extérieur qui est tombé hier est très spectaculaire. Hein, 31 milliards d'euros de déficit au premier trimestre, c'est 2 fois plus sur un an. De déficit du commerce extérieur. Tout cela, évidemment, très largement imputable à l'énergie. On passe une barre symbolique, quoi, hein, de 100 milliards d'euros sur 12 mois. Ouais. En ce qui concerne notre déficit extérieur. C'est quoi, Hélène, l'inflation à qui je pose la question? Tu vas au prof. L'inflation sous-jacente, c'est quoi l'inflation sous-jacente? Alors, c'est juste un concept qui calcule le taux d'inflation en enlevant certaines variables très volatiles, voilà, notamment les matières premières et certains produits laitiers, par exemple. D'accord, voilà, c'est donc ça. C'est pour mesurer l'inflation de fond, l'inflation structurelle. Donc 3,5%, là ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Oui, c'est plus fort qu'effectivement une inflation non sous-jacente à 3,5%, c'est sûr. C'est pas une non, mais ça, j'ai l'impression de parler à un banquier central là. Non, vous connaissez la phrase de Greenspan, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ouais. Mais tiens, non, mais parce c'est que par exemple la BCE, là, le fameux objectif d'inflation qui n'en est pas un mais qui en est un quand même, c'est l'inflation sous-jacente ou c'est l'inflation en général? C'est l'inflation dans son ensemble. C'est l'inflation d'ensemble, mais en réalité la BCE réagit à l'inflation sous-jacente, qui est véritablement la manifestation d'une mécanique inflationniste qui est installée dans l'économie au-delà de chocs qui peuvent survenir. Voilà. Et donc là, on est dedans. Très un excellent banquier central. Et donc là, on est dedans, Denis. Là, on commence à y être, mais il faut bien décomposer la nature de ce qui est dans le sous-jacent. En fait, le sous-jacent, grosso modo, c'est l'inflation sur les prix des produits manufacturés, l'inflation des produits manufacturés, et l'inflation des prix de services. Actuellement, c'est les prix des produits manufacturés qui augmentent beaucoup, parce que les produits manufacturés réagissent au choc de prix sur l'énergie, au choc de prix sur les matières premières, et donc on a l'ombre portée du choc qui est intervenu. Les prix des services, eux, réagissent plus à ce qui va être un effet de diffusion du choc initial de prix via les salaires, puisque la composante salaire dans la formation des prix des services est plus importante que cela n'est le cas pour les prix des produits manufacturés. Et donc, ce qui est très important de surveiller, c'est le phénomène de transition. On a déjà eu la première transition du choc alimentaire, du choc énergie sur les produits manufacturés. Est-ce qu'on va avoir la deuxième transition du choc produits manufacturés sur le choc des prix des services? Et là, on sera véritablement passé dans une inflation générale. Et on n'y est pas encore, là? Pas encore sur les services, mais c'est franchement tangent. Le premier point qu'il va falloir surveiller, ça va être l'évolution des loyers, parce que les loyers entrent dans les services et c'est une de composantes importantes. Il y a déjà des hausses de prix qui interviennent sur les services de transport, mais là, c'est aussi un effet énergie, bien entendu, qui joue. Et il va falloir vraiment surveiller les autres services qui sont plus classiques, les services d'hôtellerie, les services de coiffure, les services d'assurance. Est-ce que ça commence à répercuter ou forfait téléphonique? Les forfaits, oui, tout à fait. Des choses comme ça, quoi. Et sachant que derrière la prévision de l'INSEE aussi, je crois qu'ils intègrent un effet possible de diffusion de la hausse du SMIC qui est prévue, enfin donc qui a eu lieu d'ailleurs. Et ça rentre complètement dans la problématique que tu viens de décrire avec cette diffusion au prix des services. Et puis aussi pour revenir aux 2%, à la cible de 2% de la BCE, de quasiment toutes les banques centrales en fait. Donc on a dit que ce 2%, c'était l'inflation, on va dire, totale, qui intègre tous les postes de l'indice des prix à la consommation. Mais dans l'idée de la BCE, pour arriver à ce 2%, à l'horizon qui lui va bien, le plus vite possible, il faut que le sous-jacent, il faut que l'inflation sous-jacente, grosso modo, elle soit aussi à 2% ou en tendance à 2%. Quand on est dans un environnement normal où on n'a pas les chocs sur les matières premières qu'on a aujourd'hui. Mais a priori, dans un environnement sans tension particulière sur le prix des matières premières, les deux indices sont très proches. Ouais. Voilà. Donc ce 2%, il vaut pour l'inflation totale comme pour l'inflation sous-jacente.
Bon, est-ce qu'on est dans cette fameuse période de stagflation, Hélène ? Non, on n'y est pas. C'est un nom un peu affirmatif, donc il ne faut pas être affirmatif. Moi j'aime bien les noms affirmatifs des macroéconomistes, c'est tellement rare. Alors en fait, au moment où on se parle, stricto sensu, pour moi on n'est pas du tout en stagflation. L'inflation monte, mais le taux de chômage baisse. Si je définis la stagflation comme une période, on va dire, prolongée dans le temps, phénomène pluriannuel combinant inflation élevée et chômage élevé ou chômage qui monte. Souvenez-vous, dans les années 70, à la grosse louche, on avait des taux d'inflation à 2 chiffres et un taux de chômage à 2 chiffres aux États-Unis. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration. Mais la limite, le point important de mon propos, c'est aujourd'hui. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, et demain, quelles sont les perspectives ? C'est quoi le scénario le plus probable compte tenu des chocs qui sont à l'œuvre ? Mon sentiment. Mais toi, tu regardes, c'est l'emploi. Ton sujet, c'est l'emploi, en fait, et le témoin, c'est l'emploi. Bon, mais on en reparlera après de l'emploi, parce que visiblement, c'est un sacré mystère. D'accord. C'est l'élément déterminant qui bascule ou pas dans ce scénario stagflationniste. Ouais. Pour ma part, pour compléter par rapport à ce qu'évoque Hélène, moi, c'est à la fois l'emploi, mais également l'investissement. Qui me semble déterminant pour apprécier la stagflation. Mais en réalité, ça participe du même mouvement. Ça participe d'une capacité à préparer l'avenir, d'embaucher ou d'investir. Et ce que l'on a jusqu'à présent dans la composition de la croissance, c'est qu'on voit bien l'effet de l'inflation, parce que ce qui recule en termes de postes de demande, c'est la consommation. On a complètement l'expression du choc de prix sur le niveau de la dépense. En revanche, les anticipations, mesuré au travers de l'emploi, plus 0,3 encore d'emplois au premier trimestre en France, mesuré au travers également de l'investissement des entreprises, c'était plus 0,7 au premier trimestre, eh bien ces deux postes-là nous disent qu'il y a encore une projection de croissance. Et donc, tant que cette projection de croissance est là, alors c'est difficile, me semble-t-il, de parler de stagflation. Mais le jour où ça se retourne sur ces postes-là, oui, à ce moment-là, on pourra probablement en parler. Clément ? Oui, ça m'inspire juste deux petites remarques. Sur ce qu'on disait juste avant, c'est vrai que sur les 2%, il y a vraiment un sujet d'interprétation majeur et qui avait été soulevé à l'époque par Benoît Cœuré, qui était membre du directoire de la BCE, sur qu'est-ce qu'on entend par cible d'inflation de 2%. Et lui dit, c'est une moyenne sur plusieurs années, par exemple sur 10 ou 15 ans. C'est également à l'époque ce que disait Agnès Benassi-Kéré quand elle était présidente déléguée du CAE. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si on s'amuse à faire ce calcul-là, en fait, il n'y a pas forcément de problème. C'est pas parce qu'on est à 4, 5, une année, ou même 2 années. Ça c'est un truc qu'ils ont inventé. Ça, c'est un truc qu'ils ont inventé. Et je crois qu'il y avait eu des traités. Les traités laissent la possibilité de pas mal d'interprétations. Ouais, voilà, mais ça permet. C'est un truc qui, à ce moment-là, permet aux banquiers centraux de faire ce qu'ils veulent. C'est un peu ça le sujet, quand même. À la limite de la moyenne. C'est-à-dire que monter à 10, ça va être difficile d'avoir une moyenne. Sauf que la moyenne, tu peux l'étendre autant que tu veux, puisque jamais personne l'a fixée. Alors oui, mais de toute façon, la moyenne à 2, on a beau l'étendre, de toute façon, on ne pourra pas monter non plus à des taux trop élevés. Et faut que ça reste cohérent, on ne va pas prendre non plus de moyenne sur 30 ans, ils en sont capables. 30 ans. Mais s'ils ont envie de balancer du pognon, ils en sont capables, non, mais bien tu sûr. sais. Mais le chiffre même de 2% n'est pas inscrit, à proprement parler, dans le TFU, où c'est pas du tout quelque chose qui est... c'est une interprétation du traité, et l'interprétation du traité peut aller jusqu'à savoir si... Bon, mais attends, parce qu'on va revenir sur la BCE, parce que je dois dire que Hélène me déstabilise un peu dans mon plan, parce qu'il faut qu'on aille sur l'emploi, justement. Non, et pour compléter ce qu'on a dit, oui, non, moi je suis pas du tout d'accord pour dire qu'il y ait de la stagflation, ça me paraît pas du tout pertinent, surtout avec la charge, on va dire, intellectuelle de ce mot-là, qui est très inspiré quand même c'est ça qui est important. De ce contexte récessionniste, de la fin des 30 Glorieuses, et même de la pensée monétariste, en fait, qui quand même a triomphé à peu près à ce moment-là. À mon avis, alors il y a des débats là aussi techniques, mais on est plutôt sur une forme de retour partiel dans certains pays de la courbe de Phillips, en fait, avec une inflation un peu plus élevée et un taux de chômage. Il faut que tu nous expliques la courbe de Phillips, pareil. Il faut nous expliquer ce que c'est la courbe de Phillips. Une relation inverse entre le taux d'inflation et le taux de chômage, qui se manifeste par une sorte de dilemme entre accepter plus d'inflation et avoir moins de chômage, ou l'inverse, avoir plus de stabilité des prix et un plus grand niveau de chômage. Ben ça, on y reviendra justement, parce que c'est... Et on est plutôt dans ce cas-là. C'est la question que se pose la BCE. Enfin, c'est la question qui sous-tend en fait une remontée ou pas des taux d'intérêt. Mais alors, il y a un article de Blanchard là-dessus qui disait, notamment aux États-Unis, qu'il y avait un fort retour de la courbe de Phillips. C'était assez intéressant. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Sauf qu'en zone euro, je suis
pas certaine, mais justement, on peut en discuter, qu'on soit dans la même configuration. Aux États-Unis, avec une situation où il y a désormais 2 offres d'emploi pour un chômeur. Oui. Donc on a un déséquilibre fondamental sur le marché du travail, avec encore certains qui ne sont pas revenus sur le marché du travail. On a toujours un taux de participation inférieur de 0,7-0,8 points par rapport à la situation que l'on avait préalablement en Covid. Donc on a encore un peu les remugles de cette situation. Donc ça veut dire que là, dans ces conditions-là, la politique monétaire peut servir d'extincteur, de calmer un petit peu la machine, c'est parfaitement légitime, puisque la machine économique est en surchauffe d'une certaine manière, quand tu te retrouves avec 2 offres d'emploi pour un seul chômeur. Notre banquier central national, M. Villeroy de Galhau, qui... Voilà, attends, parce que on va y aller. Mais revenons sur l'emploi. Ouais. Parce que là, c'est quand même super intéressant. Donc, tu dis effectivement, hausse de 0,3% des effectifs du secteur privé fin mars, c'est ça, hein, plus 66 000 postes. Selon l'enquête Pôle emploi Crédoc, qui a un petit mois, 3 millions d'embauches restent prévues en 2022. Point important, 71% en CDD de plus de 6 mois et en CDI. Ouais. Bon. Sauf que, et ça, je sais qu'on en parle ensemble depuis un bon moment, il y a une décorrélation entre le PIB et l'emploi. Ouais. Et qu'il y a un mystère autour de l'emploi. Comment est-ce que vous... Je voyais là dans les Échos, Éric Heyer, qui dit, en gros, il y a 500 000 postes inexpliqués, ce qui m'a fait penser presque à des embauches de précaution. C'est-à-dire, il y a une telle tension sur les embauches, y compris en France, qu'en fait, des patrons embauchent à tout prix, même s'ils savent qu'ils n'auront pas d'activité en face. Oui, comment est-ce que tu regardes ça? C'est effectivement les pratiques de rétention de main-d'œuvre que l'on voit souvent quand il y a ces situations de tension sur les embauches. Alors déjà, pour réconcilier un peu les chiffres de la macro et les chiffres de l'emploi, il faut rappeler qu'il y a quand même toujours 290 000, en tout cas c'était en mars, il y a toujours 290 000 personnes en activité partielle, ce qui fait 80 000 en équivalent temps plein. C'était la dernière métrique dont on pouvait disposer. Et si tu enlèves les 290 000, en fait, tu te rends compte que l'évolution de la valeur ajoutée du secteur marchand et l'évolution de l'emploi salarié privé, quand tu le compares à la situation pré-pandémie, elle est à peu près identique. En gros, on a... Donc, tu n'as plus de bugs entre la croissance économique et la croissance de l'emploi. Voilà, tu n'as plus de bugs, ou en tout cas, tu l'atténues très fortement. Tu l'atténues très fortement. Ce qui veut dire... Donc, toi, tu ne penses pas qu'il y a 500 000 postes inexpliqués ou alors, non, je ne te demande pas de dire du mal de tes confrères, hein, mais c'est juste pour le débat, ça m'intéresse. Je peux quand même. Non, mais le FCE pour dire du mal. Surtout, ce que cela veut dire, c'est que dans ce cas, il faut accepter, ça veut dire qu'on est passé sur un régime où il n'y a plus de gain de productivité. Oui. Or, ce n'est pas la tendance fondamentale. La tendance fondamentale, c'est 0,8 points à peu près. Sur la décennie 2010, la productivité, c'est 0,8 points par an. Donc, on retrouve bien, in fine, il y a 1,6 points d'emploi en surplomb. D'une certaine manière, et donc 1,6 points, on retrouve bien les 400 000. Donc, même une fois qu'on a purgé de l'emploi activité partielle, on se retrouve avec une disparition de l'emploi, avec une disparition des gains de productivité. Donc il faut regarder comment l'économie s'est recomposée, quels sont les secteurs dans lesquels on a eu accélération de l'activité, est-ce que ce sont des secteurs qui ont un plus faible niveau de productivité globale que l'ensemble, et auquel cas, eh bien, on a déformé la structure de l'emploi vers de l'activité qui génère peu au total de valeur ajoutée. Et ça, quand tu regardes ça, c'est ta conclusion? Ça doit être ça, non? Parce qu'effectivement, c'est dans les secteurs qui ont été les plus affectés par la crise du Covid-19 qu'on a eu, dès qu'il y avait levé des confinements et des mesures de restriction de l'activité, un redémarrage hyper vigoureux donc, de l'activité dans ces secteurs-là, hôtellerie, restauration notamment, et que c'est dans ces secteurs-là notamment que le rebond de l'emploi a été le plus fort et qui est derrière les bons chiffres. Alors 2021... Sur début 2022, là, j'ai pas en tête tout le détail sectoriel, mais l'histoire de 2021, qui est aussi surprenante, est pour une grande part liée, on va dire, à la composition de l'emploi, et ajouter à ça beaucoup de créations dans la santé et l'éducation. Et là aussi, on peut y voir un effet de la crise du Covid-19. Donc, il y a effectivement cette histoire-là. Ouais. Et il y a également l'effet, quelles sont les personnes qui ont saisi les emplois. Et notamment, on a une très forte progression de l'emploi des alternants, de l'emploi d'apprentis qui vont être comptabilisés en emploi. Tout à fait. Et donc, il faut regarder les statistiques des demandeurs d'emploi. La catégorie pour laquelle le nombre de demandeurs d'emploi a le plus baissé, ce sont les plus jeunes. Et ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas d'ores et déjà le niveau de productivité, même si j'ai toujours du mal à associer un niveau de productivité à une personne, mais il n'y a peut-être pas le niveau de productivité qui est celui d'un employé moyen. Et donc, ce sont des éléments qui poussent à la déformation vers un peu moins de gains de productivité dans l'immédiat.
Bon, ok. Clément, tu valides tout ça? Non, mais non seulement je valide tout ça, mais c'est vrai qu'Éric Heyer avait déjà publié il y a quelques années cette idée de rétention d'emploi, rétention d'embauche. Il avait déjà estimé, c'était au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, 2017 ou 2018, dans un papier effectivement qu'il y avait déjà un suremploi selon lui, c'est-à-dire une surembauche dans certains secteurs, et c'est vrai que ça peut expliquer cela. Après, ce qui est intéressant... c'est intéressant, parce que c'est sur la discussion autour de la stagflation, c'est clé, quoi, justement. Oui, et le réflexe que tu as effectivement de dire, et qu'on a tous en général, de dire il y a une corrélation très forte entre le PIB et l'emploi, que tous les économistes connaissent sous le nom de loi d'Okun, qu'on avait déjà évoqué ici, corrélation entre les deux, ça montre que dans des périodes quand même qui sont un peu particulières, comme la nôtre aujourd'hui, eh bien, l'élasticité de la demande d'emploi par rapport au PIB n'est plus du tout la même en réalité que dans des périodes où, on va dire, il n'y a pas effectivement cette déformation de la demande des entreprises sur le marché du travail. Et... Enfin, voilà, je ne comprends pas cette histoire d'élasticité de la demande d'emploi. C'est simplement qu'on évalue économétriquement, mathématiquement, la corrélation entre la variation du PIB et la variation du taux de chômage ou du taux d'emploi. Et normalement, il y a une corrélation positive. Normalement. Mais l'intensité de cette corrélation positive, elle dépend des époques, des périodes, des secteurs. Et là, effectivement, si on faisait le calcul aujourd'hui, on n'est plus effectivement dans la même élasticité que dans une période comme 2017-2018. Sachant que, comme l'a dit Denis, je crois que ce qui est très important, et en même temps ça peut être une source de crainte, c'est de montrer que puisqu'on crée peu de valeur ajoutée avec beaucoup d'emplois, en termes de niveau de richesse et de niveau de développement, c'est quand même pas forcément extrêmement positif. Voilà, c'est ça. C'est ça le Même sujet. si on peut se satisfaire qu'il y ait moins de chômeurs. Pour le dire brutalement, il vaut mieux un ingénieur dans une usine qu'un serveur dans un McDonald's. La valeur ajoutée créée par ces deux emplois n'est pas la même. C'est le problème, à mon avis, même vraiment le seul vrai de la désindustrialisation. C'est effectivement la faiblesse des gains de productivité dans le secteur tertiaire. Non, c'est vraiment pas évident. Moi, j'emploierais aussi le terme de on a une croissance possiblement plus riche en emploi. Enfin, quand on a de l'activité... Mais ça veut dire qu'elle est moins efficace. Je vais le dire comme ça. Alors, ça veut dire que chaque emploi crée moins de richesse. Voilà. Oui, alors, et c'est vrai que ça s'accompagne donc d'un écrasement des gains de productivité. Et c'est là aussi que moi, j'ai eu un effet de surprise en 2021 par rapport donc, au choc récessif de 2020. Je m'attendais, mais je pense que je n'étais pas la seule à attendre ça, que le rebond de l'emploi en 2021 serait limité par la recherche des entreprises pour reconstituer leurs marges, leurs gains de productivité, parce que ça avait été laminé quand même en partie par la crise, même si c'était hyper particulier. Et même ça on ne l'a pas eu en 2021. Donc effectivement, on a cet écrasement des gains de productivité. Mais dans le contexte actuel où on a un taux de chômage qui baisse, qui est revenu à des plus bas qu'on n'avait pas connus depuis fort longtemps, mais aller plus loin dans cette baisse du taux de chômage, entre guillemets, moi je serais prête à accepter des gains de productivité écrasés pendant plus longtemps pour rogner encore plus dans le chômage de masse et aller plus loin vers le plein emploi, le 5%, le DRAL. Voilà, donc... Il y a aussi le traitement très différencié de l'emploi pendant la récession qui a joué pendant la récession Covid. Et donc, on a accepté un écrasement de la productivité par tête pendant le Covid, parce qu'on a fait le choix de maintenir la relation contractuelle. Ce qui est un choix totalement différent aux États-Unis, où en gros, tu as un salarié sur 6 qui perd son emploi, de manière très transitoire. Et ensuite, on voit bien le déséquilibre sur le marché du travail que cela a occasionné. L'accélération des salaires est notamment liée à l'accélération de la mobilité dans l'emploi aux États-Unis. Et on n'a pas une même mobilité dans l'emploi. Donc, c'est aussi très intéressant de voir combien le mode de traitement de l'emploi pendant la période de la pandémie nous a fait accepter une baisse de productivité par tête temporaire, mais occasionne aussi moins de réactions salariales parce que cela crée moins de conditions propices à une accélération de la mobilité, contrairement à ce que l'on peut voir aux États-Unis. Et juste une dernière petite remarque, il y a quelque chose qu'on maîtrise encore assez mal, et c'est très sectoriel, et c'est même très territorialisé par pays. L'analyse de Patrick Artus qui montre ça, c'est on a du mal à savoir quel est l'impact aussi des dernières innovations sur l'emploi et sur le volume de l'emploi. Tu sais, avec toujours ce débat, est-ce que finalement le progrès technique détruit plus d'emplois qu'il n'en crée? C'est un débat qui n'a pas de fin et qui est surtout très ancré historiquement. Et il est possible que dans la période actuelle, on ait un double phénomène où certaines innovations créeraient un peu plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit. Ça pourrait expliquer aussi le regain de la vigueur du taux d'emploi. Et en même temps, avec un phénomène de polarisation du marché du travail, puisque un certain nombre d'innovations, certes, peut-être, elles créent plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit, mais elles polarisent complètement le marché du travail. Une innovation avec, en gros, 5 emplois détruits, 1 très qualifié, 4 pas très qualifiés.
Et les deux phénomènes risquent de se produire en même temps, et c'est probablement quelque chose sur lequel on aura un peu de recul. Je pense, quand tu dis ça, je pense furieusement à la digitalisation des restaurants, par exemple. Oui, exactement. Voilà. Hein, et ça, où tu as effectivement 5 livreurs à vélo qui... Exactement. Mais qui font un emploi sur lequel des questions se posent. Oui. Alors d'ailleurs, on peut en dire un mot, problème pour le marché du travail d'abord. Ils votent là en ce moment. Hein, juste, ça me permet de rappeler ça parce que je pense que c'est un processus intéressant. Donc vote des travailleurs des plateformes du 9 au 16 mai. Alors, je n'avais pas le chiffre hier, là je l'ai. 123 593 inscrits. Donc, il y a eu un gros boulot qui a été fait par l'organisme créé pour l'occasion, dont j'ai oublié le nom, qui est dirigé en tout cas par Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange. Donc 123 593 inscrits, 39 000 chauffeurs donc VTC et 84 000 livreurs. Les syndicats parleront d'un succès à 5% de participation. Ouais, mais c'est le début d'un processus. Enfin, je sais pas, un mot là-dessus. Ce sera enfin, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé chez Amazon. Où, pareil, alors c'est dans un autre contexte, bien entendu. Ah oui, non, je crois que ça n'a rien à voir, Avec la création du syndicat. Avec la création, oui, d'un syndicat au sein d'Amazon. C'est évidemment pas les travailleurs de plateforme, c'est pas du tout la même relation. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que dans la manière dont s'affirment aussi des mouvements justement d'identification d'un type de métier, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Amazon, c'est... Enfin, alors d'abord, en plus, tu as Amazon aux États-Unis, puis Amazon en Europe, qui n'est pas du tout là. Bon, là, il n'y a pas de sujet avec Amazon. Enfin, il y a un sujet en ce moment de négociation salariale, mais comme il va y avoir partout un sujet de négociation salariale. Amazon aux États-Unis... Bon, c'est un truc, voilà, ça n'appartient qu'aux Américains, cette idée de refuser les syndicats, etc. Mais, enfin, tu es dans une relation de travail ultra classique. Ouais. Là, tu es sur la naissance. Personne dans le monde sait comment traiter, en fait, l'ensemble de ces gars. Souviens-toi, référendum en Californie. La Californie a l'air catégorique sur l'idée que, allez, c'est des vrais travailleurs, ils ont un vrai contrat de travail. Boum! Et un référendum casse la volonté du... Au Royaume-Uni également. Voilà. Alors, au Royaume-Uni, ils ont un statut hybride. Ouais. Voilà. Et donc... Là, je trouve que nous, bons vieux Français, là, pour une fois... Condamnation. On a eu Deliveroo qui a été condamné. Vieille affaire. Oui, attention, alors là, pour le coup, le traitement médiatique de cette histoire Deliveroo c'est du n'importe quoi total. Non, mais t'as raison. Parce que c'est une histoire qui n'existe plus, en fait. Non, bien sûr, mais rien ne dit que la jurisprudence n'évolue pas dans un sens plus favorable à ces travailleurs dans les années à venir. Alors Clément, je vais te renvoyer vers une émission qu'on a faite, non, parce que le sujet me passionne, et donc je le dis d'un mot, émission qu'on a faite, je vous redonnerai la date. Il faut toujours regarder les anciennes émissions. Exactement, et le sujet, en fait, ce que j'apprends quand je fais ces émissions avec les experts du droit du travail, le sujet, c'est qu'en fait, c'est toujours des cas individuels. La jurisprudence en droit du travail, elle est en fait quasiment inexistante ou en tout cas très très compliquée à mettre en place. On l'a vu notamment avec l'histoire du barème pour les prud'hommes, qui n'est toujours pas terminé, toujours pas réglé, etc. Parce qu'à chaque fois, ce sont des cas individuels. À chaque fois, c'est Monsieur X, dans une situation bien particulière de travail, qui n'est pas Monsieur Y, ses relations avec telle ou telle plateforme. Alors en plus, mais même quand ça remonte en cassation, derrière, c'est des cas individuels. C'est pour ça que je trouve que la démarche de Bruno Mettling est très intéressante. C'est-à-dire, OK, on va essayer d'amener d'abord des représentants, ça va prendre un peu de temps, ça va être un peu compliqué, et puis on va voir ensemble ce qu'on fait. Et voilà, je trouve ça remarquable, je voulais saluer ça. Et rien ne dit d'ailleurs que ça ne crée pas d'ailleurs un tout petit peu plus d'inflation salariale. En plus, oui, en plus. Alors, attends, parce que on parlait effectivement de ce qui s'est passé pendant le Covid. Ça, c'est encore un chiffre, et ça, Denis, tu suis ça de très très près. Donc, il manque, là encore, pardon pour le terme, 40 000 défaillances d'entreprises. Donc ça, c'est le cabinet Asterès qui nous dit ça, qui fait autorité sur la question. Voilà, c'est donc des défaillances qui visiblement n'auront jamais lieu. Le taux de défaut sur les PGE reste estimé autour de 3% par la Banque de France. Et 14% des TPE-PME ont utilisé d'ores et déjà le PGE pour investir. Avec, donc, nous dit Altares, amélioration structurelle du tissu des entreprises françaises. Oui, avec on a des chiffres qui sont encore bien plus sombres. Si on faisait une relation très basique du nombre de défaillances avec l'évolution du PIB, en fait, on aurait dû être plutôt à 120 000 défaillances en plus sur les 2 années 2020-2021. Ouais. Mais bon, là, c'est avec une relation économétrique hyper basique. Oui, parce qu'il faut quand même que tu inclues les dizaines de milliards qui ont été injectés. Bien entendu. Ouais, c'est là toute la différence. Et c'est pour ça qu'il faut en venir justement sur ce qui a été déployé pour pouvoir passer sur ce choc. Mais quand tu fais -8
de PIB, enfin, où c'est moins 7, je ne me souviens plus de la dernière évaluation. Moins 8 et moins 6 pour l'année d'après. Et normalement, tu aurais dû avoir un effondrement du corps économique. Ces PGE, alors 14% des entreprises ont utilisé le PGE pour investir, mais ce que l'on ne mesure pas, c'est les entreprises qui ont maintenu leur projet d'investissement parce qu'elles n'avaient pas le problème de trésorerie. Et ce qui est tout à fait spectaculaire sur la période actuelle, c'est de voir le niveau de l'investissement par rapport au PIB supérieur à ce qu'il était en 2019. Normalement, quand tu passes dans des périodes de récession aussi violentes, ce que tu coupes en premier, c'est l'investissement. Là, les PGE, en fait, en éloignant la contrainte de trésorerie, ont créé les conditions pour que les entreprises maintiennent leur projet d'investissement, maintiennent également leurs emplois. Une des conditions permissives du maintien dans l'emploi, c'est que au total, je peux encore me le payer, c'est bien sûr. J'ai la trésor qui... Alors, et c'est pour ça que ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est à quelle vitesse ce surcroît de trésor qui perdure va commencer à s'éponger. On a estimé qu'en gros, au maximum, on a eu un surplomb de trésorerie dans les entreprises qui est monté à 150 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on prend quel aurait été normalement le niveau de trésorerie auquel on aurait dû arriver en 2020-2021, et puis celui qu'on a constaté. Il y a eu 150 milliards de surplomb de trésorerie avec les PGE et puis d'autres dispositifs. Là, on est redescendu à 120 milliards. Donc, il y a encore une trésor qui est abondante. Mais ce qu'il va vraiment falloir surveiller, me semble-t-il, c'est l'évolution de ce surplomb, parce que il est consommé quand même dans les remboursements de PGE, consommé aussi dans les augmentations de coûts. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui a permis de freiner l'effet inflationniste de la hausse de l'énergie et de la hausse des matières premières pendant quelques mois. Voilà, c'était rendu supportable. C'était supportable parce et maintenant, ça ne l'est plus. Ou en tout cas, les entreprises ont choisi de passer les hausses de prix parce qu'elles se rendent compte que leurs clients sont dans la même situation et commencent à les accepter. Ça ne l'est plus. Voilà, ce qui fait que on peut supporter encore ce choc, c'est si on arrive à transmettre le prix. C'est bien toute la question désormais de regarder quelles vont être les entreprises qui vont accumuler de la trésorerie et quelles vont être celles qui vont en perdre. Parce que là, on est en train de basculer dans un jeu à somme nulle avec du déséquilibre qui va être très important entre les entreprises. Hélène, cette question de... Enfin non, mais on a tellement parlé de cette vague qui ne viendra pas, d'entreprises. Alors peut-être y a-t-il un certain nombre de ces fameux zombies au milieu de ces entreprises, mais sans doute pas, parce qu'elles... Non, oui, voilà, c'est ça, Clément, La plupart des... Elles seraient déjà tombées, là. C'est consensuel sur l'idée qu'il n'y a pas tant d'entreprises zombies que cela, et surtout... ni à cause des PGE, ni à cause du quantitative easing. Finalement, que ce soit la DG Trésor ou d'autres, ils sont à peu près raccords tous pour dire qu'il n'y a pas tellement d'entreprises zombies, non ? Non, c'est sûr. Et le fait est que dans ces défaillances évitées, ça boucle aussi avec notre thématique sur l'emploi et de la résistance de l'emploi. Exactement. Ça a aidé à préserver, voire peut-être à en créer. Exactement. Et je trouve qu'on voit en fait à nouveau toute l'efficacité des mesures d'urgence qui ont été déployées pendant la crise et que Denis a réévoqué. Il y a eu vraiment un ensemble de mesures qui a permis d'amortir assez considérablement le choc sur le corps économique. Et aujourd'hui, on en voit encore en fait les effets positifs. Et sur la trésorerie, effectivement, c'est super intéressant. Enfin, le chiffre que tu cites de ce surplomb de trésorerie que je ne connaissais pas et qui s'avère très important, alors qu'en même temps, l'enquête Rexecode AFTE montre qu'au contraire, les entreprises se montrent sensiblement plus inquiètes sur justement l'évolution de leur trésorerie. Donc voilà, voir dans quelle mesure ce matelas, entre guillemets, d'épargne, de trésorerie du côté des entreprises, va être consommé vite ou pas. Et sur la transmission, des hausses de coûts dans les prix de vente, dans les prix de consommation, en fait, on est en plein dedans, parce qu'il y a déjà des entreprises qui, on le voit dans les indices dont on dispose, on voit qu'il y a un peu plus de, pardonnez-moi le terme, de pricing power du côté des entreprises. On est dans un contexte quand même hyper particulier et un certain nombre d'entreprises sont en capacité de répercuter ces hausses de coûts dans leur prix de vente. Tout à fait. Mais il a fallu le faire. Juste, je me permets, parce que j'ai la chance de discuter avec un certain nombre de directeurs de pricing de manière totalement confidentielle. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que c'est arrivé, donc cette flambée inflationniste est arrivée au moment aussi où on était dans une panique générale de chaîne de valeur et de relations clients-fournisseurs. Et donc, pour les entreprises, il y avait ce sujet de « j'aimerais bien passer une hausse quand même,
Mais en même temps, si lui, il prend mal, si ça me déstabilise et si ça complexifie encore plus la tâche de mes commerciaux ou de mes acheteurs, je vais attendre un peu. Donc, chacun se regardait un petit peu sur le fait de savoir t'en es où toi, là. Et donc, on est effectivement à un moment sur un mouvement qui est forcément un mouvement un peu généralisé de ces hausses, notamment dans le B2B. Hein, tout ce qui est dans le B2B, le B2C étant encore un autre problème. Mais c'est ça qui rend la configuration très, très intéressante. Clément, c'est vrai que moi, ça m'inspire deux choses. Déjà, sur l'excédent de trésorerie, on constate que c'est à peu près la même chose pour les ménages en termes de surplus d'épargne. En gros, voilà, le surplus d'épargne publique, c'est à peu près les mêmes montants. Et deuxième remarque, c'est vrai que là, on retrouve à la fois aussi bien dans la théorique, mais de manière aussi très concrète, l'intérêt aussi de la concurrence quand même. Et c'est exactement ce que disait Hélène avec le pouvoir de marché de certaines entreprises. On entend souvent, parce que c'est quand même une personnalité médiatique, Michel-Édouard Leclerc qui vient sur les plateaux télé en disant nous, on est dans un contexte très concurrentiel, on essaie de tout faire pour ne pas passer les hausses de prix, etc. Mais on voit bien quand même que l'un des déterminants majeurs pour les entreprises pour savoir si elles fixent les prix un peu plus haut, etc., c'est quand même le degré de concurrence sur leur marché. Et j'attends avec impatience de voir à quel point les entreprises s'entendent entre guillemets indirectement pour passer ensemble les hausses de prix ou au contraire faire des pressions plus ou moins fortes, secteur par secteur. En termes de cartel, je crois pas, Clément. Non, c'est pour ça que je dis. En revanche, dans la chaîne de valeur, tu vois. Guillemets, hein, voilà. Dans la chaîne de valeur. J'ajouterais quand même un point pour bien distinguer les deux éléments entre le surplomb de trésorerie et des entreprises et la surépargne des ménages. Ce sont quand même deux phénomènes qui sont très différents. C'est le même montant, mais du côté des ménages, c'est dans le patrimoine, c'est à l'actif du patrimoine des ménages. Le surplomb de trésorerie, c'est à la fois de l'actif pour les entreprises, mais c'est aussi du passif, parce que ce surplomb de trésorerie a été formé par de la dette. Oui, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, quand on parle là d'un nouveau PGE résilience, tu penses que ce serait nécessaire C'est surtout que ça ne peut plus être la même chose que ce que l'on a déployé pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était une mesure qui se voulait générale. Là, on est en train de passer dans le moment où il va falloir faire un peu comme la même chose que pour les ménages, pour le coup, où on se dit que la mesure à 18 centimes, c'est une mesure qui n'a aucun sens, il faut faire de la discrimination. Les mesures en faveur du renforcement de la situation financière des entreprises, pareil, elles doivent être appréciées au cas par cas. Parce qu'on va être dans des situations où il y aura des entreprises qui sont price makers et d'autres qui sont price takers, donc certaines qui sont en capacité de passer les hausses de prix et d'autres qui les prennent, qui les subissent. Et donc, il va falloir bien distinguer entre ces catégories d'entreprises désormais. Bon, mais on va marquer une pause, là ou là. On aurait dû la marquer d'ailleurs depuis un petit moment. Non, mais à la fin de cette discussion passionnante, en fait, on n'est pas foutu. Ma première question, stagflation, ça voulait dire globalement, on est bien dedans. Je crois que c'est inventé dans les années 60, stagflation en Angleterre, c'est ça, hein, où ils étaient vraiment au fond du trou. J'avais ça en tête quand le mot avait émergé, je crois. Début des années 70 en Grande-Bretagne, quand le FMI tapait à la porte, etc. Et tout. Donc là, non, voilà. On est sur une situation qui vous semble solide, des entreprises qui investissent, une trésorerie qui est là et des emplois qui correspondent à une activité. Bon, c'est pas mal. On marque une pause.